bienvenue au rendez-vous de l'expérience client organisé par Roham & Assurinco. Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 5 qui sera dédiée à l'IA. Et sur ce plateau, nous allons aborder l'anticipation et la prévention et voir comment l'IA peut aider à répondre à ces problématiques quand on est notamment dans l'univers de l'assurance et de la mutuelle. Alors avant de démarrer, on va faire un petit tour de table, messieurs, pour que vous puissiez vous présenter et présenter vos entreprises respectives. On commence par vous, Camille ? Oui, bonjour, enchanté. Donc Camille Delarue, je suis Head of Customer Success chez Fondever. Donc Fondever, qui on est un BPO, donc un centre d'appel. On fait de l'externalisation de la relation client et moi je suis en charge d'accompagner nos clients et aussi nos collaborateurs en interne pour challenger un peu les parcours et transformer les parcours clients et aussi tout l'environnement des conseillers clients pour les rendre le plus efficace et leur rendre la vie la plus facile possible. Très bien, bienvenue. On commence par vous, Stéphane ? Oui, donc moi je suis Stéphane Nacry, donc je suis adjoint au département technologie au sein du groupe Reliance. Donc le groupe Reliance, c'est quoi ? C'est un groupe mutualiste européen, acteur de référence en management des risques et assurance, spécialiste des acteurs du soin et des territoires. Donc notre objectif, c'est de sécuriser leur activité en les accompagnant dans le management de leurs risques autour des activités de soins, de gestion du capital humain et de la cybersécurité. Donc globalement, on intervient sur 3 risques, le risque médical, le risque RH et le risque cyber, pour lequel on déploie des solutions de pilotage, prévention et assurance. C'est un groupe qui fait 1100 personnes, qui est présent sur 7 pays en Europe, qui a bientôt 100 ans et qui a été créé à Lyon par des hospitaliers et pour des hospitaliers. Avec Abdallah, je laisserai se présenter. On œuvre au sein du département technologie, qui a pour principale mission de garantir la performance technologique du groupe, qui est avec une technologie qui est au centre du projet de transformation, et notamment autour de la data et de l'IA. Abdallah, du coup, Stéphane a fait le travail pour vous pour Reliance. Il n'y a plus qu'à vous présenter. Attention. Merci Stéphane. Donc, je m'appelle Abdallah, je suis le Chief Data Officer de Reliance. Donc, je pilote les activités data science et intelligence artificielle au sein de groupe, à côté de Stéphane, dans le cadre de département technologie. Parfait. Alors, on va commencer par une première question. Quelle approche de la data et de l'IA au sein du groupe, justement, Reliance ? Quelle est votre approche, justement, et comment vous utilisez l'IA dans votre activité en rapport avec l'expérience client et la gestion de sinistres ? Alors, l'approche, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, généralement, on commence par les usages. Là, l'approche est plus importante parce que chez nous, nos activités data commencent depuis 2008. D'ailleurs, je n'étais pas encore là à ce moment-là, mais ça montrait effectivement cette transformation, cette appétence, cette volonté en fait d'incorporer, d'intégrer la data en fait dans les composants technologiques de Reliance, avec une montée en puissance en 2018-2020, avec la création de l'équipe Data Science et ensuite la création de Data Office que je pilote aujourd'hui depuis 2024. Avec cette montée en puissance, on a établi une approche en fait qu'aujourd'hui on le suit. Cette approche en fait qui part des problématiques ou des enjeux business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne part pas sur la technologie pour la technologie, mais plutôt des enjeux business où on essaie de les adresser, de les résoudre avec de la technologie. Après, la technologie, ça peut être de la data, ça peut être de machine learning, data science ou l'intelligence artificielle, voire même en fait, la technologie normale dans le sens traditionnel. Donc ça, c'est le premier pilier en fait, de notre approche, c'est une approche holistique. Ensuite, on est conscient qu'on a quand même un actif data qu'on a réussi à consolider depuis un moment, qu'on part vraiment sur cette fondation, la création de fondation de data pour derrière l'exploiter en fait dans les cas d'usage business. Après, autour de tout ça, on est lucide en termes de capacité de mettre en place en fait toute cette technologie. Donc, on se retrouve généralement dans 2 cas de figure. On essaie de construire nous-mêmes, on développe des solutions, on en parlera après, ou des cas d'usage avec nos équipes en interne, ou bien on achète la solution quand il s'agit de la rapidité de déploiement ou le coût qui derrière en fait qui est proportionnel en fait aux efforts, aux gains désirés. Par contre, quand il s'agit de développement, on est toujours dans cet esprit, est-ce qu'on veut garder un avantage compétitif ? Est-ce qu'on veut pérenniser en fait les solutions ? Est-ce qu'on est sur un business
cœur, etc., etc. Voilà, donc c'est ça notre approche, avec un dernier pilier qui est bien entendu la gouvernance autour de l'utilisation, l'usage et le développement en fait, de ces solutions autour de la data et l'IA. Voilà, c'est ça l'approche. Je donne peut-être quelques cas d'usage, à quelques grands textes de cas d'usage qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Après, Stéphane va y revenir après. On est dans cet esprit collaborateur, gestionnaire augmenté ou la gestion augmentée. On essaye d'apporter des solutions qui vont venir aider nos gestionnaires en termes de gestion de sinistres sur comment mieux prendre des décisions. Donc c'est l'aide à la décision ou l'aide à la gestion. C'est la même approche aussi sur côté client. Et aussi en fait sur comment on peut utiliser l'IA. Et ça c'est quelque chose en fait qu'on a chez nous. C'est comment je peux utiliser l'IA pour renforcer mon patrimoine data. Donc, je suis plus en fait sur construire mes assets, mes actifs de données, grâce à l'IA qui va m'aider en fait à les structurer, à les organiser et à mieux gouverner. Voilà. C'est ça l'ensemble des cas d'usage qu'on a chez nous. Très bien. Et en matière de solutions, est-ce que Stéphane, vous pourriez nous donner quelques solutions que vous avez notamment. Alors il y en a que vous avez des outils que vous avez achetés en externe, d'autres que vous avez développés en interne. Quelques exemples de ce que vous avez pu développer récemment. Alors si on regarde ce qu'on a un peu développé en interne, on est beaucoup autour justement de la gestion sinistre augmentée. Donc là, on a notamment développé un outil d'aide à la décision basé sur la base de modèles qu'on a développés en interne et qui vont vont aider le gestionnaire à analyser la jurisprudence et à calculer une fourchette de coûts de préjudice qui va permettre de constituer une offre indemnitaire. Donc là, on a vraiment des bénéfices en termes d'efficience opérationnelle et puis aussi des bénéfices en termes de sécurisation financière, puisqu'on a la garantie que la proposition va être en phase avec la jurisprudence. Autre exemple, on reçoit des créances CPM, qu'il était fastidieux d'analyser, il fallait extraire de la donnée, la comprendre. Donc on a développé un modèle qui va être capable d'extraire la donnée dans ces créances CPM pour calculer le coût qui nous est réclamé. Donc tout ça, c'est en production, y compris le premier exemple aujourd'hui. Et là, ce qu'on est en train de développer, c'est un modèle qui va permettre de rapprocher les données issues des créances avec des données présentes dans des documents de gestion sinistre, comme les rapports d'expertise, pour générer un rapport d'imputabilité qui va nous permettre d'identifier le réel coût que l'on doit nous réclamer et d'où, là, avoir des gains financiers par rapport à ce qui nous est peut-être réclamé à tort par l'assurance maladie. Donc là, gains financiers et efficience opérationnelle à nouveau. Là, on est sur la gestion sinistre augmentée, on est aussi sur du service client augmenté. On discutera peut-être avec Camille. Donc là, on a plutôt intégré des solutions existantes pour déployer des agents conversationnels en fait, sur 2 types de canaux. Donc ça, c'est un POV qui est en cours. Premier canal, appel téléphonique, où là, grâce à une transcription en temps réel de l'appel, le bot va être capable de proposer des articles de notre base de connaissances, des next best actions à proposer en fonction du contexte client, du contenu de la conversation. On déploie aussi ces agents conversationnels sur notre espace client, là, de manière à pouvoir traiter automatiquement la demande du client. Donc, aussi proposer une assistance H24 au client. Et puis, encore une fois, bénéfice expérience client. On explore aussi, alors ça c'est vraiment pour l'instant des travaux d'exploration, l'usage de solutions IDP. Donc une solution IDP qui utilise l'IA pour extraire des documents, fluidifier le traitement, le workflow documentaire, et puis automatiser les process sous-jacents. Bon, là, l'idée, c'est comme disait Abdallah, c'est pas faire de la techno pour la techno, donc c'est de trouver les business process qui vont être optimisés. Et là, on est en train d'investiguer le use case des bulletins de salaire avec la possibilité d'automatiser le traitement d'indemnisation lié aux arrêts de travail. On peut peut-être discuter de l'asset médical aussi, où on y revient plus tard si vous voulez, où là, on génère plutôt de la data. C'est un exemple un peu différent. Comme vous voulez, on peut, allez-y, vu qu'on est dans le sujet et que vous venez de le lancer, autant y aller directement. Alors, on y va. En fait, rapidement, parce que comme ça prend, parce que le sujet est large et complexe. Il faut dire que vous avez développé beaucoup de choses au sein de Reliance quand même. C'est assez impressionnant pour le coup. Il y a quand même des gros projets. Oui, on a commencé en fait à explorer tout ce qui relève de machine learning, tout ça en 2018.
Et après, ensuite, en fait, avec une montée en puissance, comme je l'ai expliqué, à partir de 2020. Donc, on a eu l'occasion de tester rapidement ce qui marche pas, etc. Et ce qui nous a permis, effectivement, en fait, d'avancer rapidement sur ces cas d'usage. Donc, pour revenir juste sur le projet qu'on développe en interne, d'ailleurs, l'idée, c'est vraiment de partir sur de la data non structurée autour de sinistres dans la responsabilité civile médicale et développer des modèles qui vont nous permettre en fait à structurer cette data qui se trouve dans des PDF, des documents Word, etc. Pourquoi on veut faire ça? Pour effectivement aider le gestion, parce qu'avoir de la data structurée sur le parcours patient, ça va nous permettre rapidement en fait à identifier là où c'est mal passé, comment on peut, voilà. Ça c'est sur l'aide à la gestion et à la décision. Et après ensuite pour se construire un patrimoine qui va nous permettre demain à travailler sur la prévention. Vous avez parlé tout à l'heure de la prévention. Travailler sur la prévention médicale. On dit, on a de la data qui va nous permettre à savoir que dans telle ou telle condition, peut-être probablement il faut prendre telle action, sinon on va derrière avoir un souci. Donc l'idée vraiment, c'est de développer des modèles pour structurer la data, pour construire un actif de données. Et c'est quelque chose qu'on fait en fait en interne aujourd'hui. Très bien. Camille, je me tourne vers vous. Chez Foundever, vous travaillez sur différents secteurs. Vous avez aussi un passé dans votre parcours professionnel dans l'assurance, donc vous avez une bonne vision de ce qui se passe. Quels sont les cas d'usage aujourd'hui qui sont développés, pas forcément justement dans le secteur de l'assurance, dans d'autres secteurs, mais qui pourraient s'appliquer justement à l'assurance? Alors, c'est une bonne question. Et alors, nous aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance directement, on n'a pas encore vraiment de cas d'usage de développer. Et on y reviendra un peu plus tard. En revanche, il y a des cas d'usage sur lesquels on pourrait imaginer qu'ils sont complètement applicables au secteur de l'assurance, notamment dans le domaine financier, où on a mis en place des voice bots donc, qui sont 100% sur de l'intelligence artificielle générative, donc du 100% LLM, qui permettent de préqualifier pour le conseiller l'intention du client, prendre les premières coordonnées, le numéro de téléphone, etc. Et en fait, avoir une sorte de petite première identification, compréhension du contexte, pour ensuite le communiquer au conseiller, ce qui permet au conseiller derrière de pouvoir être plus agile et de réduire aussi un maximum sa DMT, donc sa durée moyenne de traitement. C'est des cas d'usage sur lesquels on pourrait très bien imaginer que si on fait le parallèle avec l'assurance, je prends notamment sur la gestion de sinistres et sur la déclaration de sinistres suite à, par exemple, une catastrophe naturelle, quand on a, comme on a de plus en plus, où c'est très compliqué du coup pour l'assuré de venir déclarer son sinistre. On pourrait très bien imaginer que ce bot, en fait, ils viennent faire une première pré-déclaration pour retirer ce côté anxiogène de « j'arrive pas à joindre mon assurance, comment je fais ?» etc. Et en fait, on pourrait très bien prendre ce bot et prendre toutes les premières informations, créer ensuite un ticket pour que le conseiller qui sera en charge de la gestion de sinistre puisse rappeler et prendre toutes les informations qui vont bien, etc. Mais au moins retirer et soulager, je dirais, l'assuré de ce côté vraiment anxiogène de j'ai un sinistre, je ne sais pas quoi faire et j'arrive pas à contacter mon assurance. Donc ça, c'est, je dirais, un des cas d'usage qu'on pourrait très bien imaginer de manière très concrète. Et après, de la même manière, aujourd'hui, on reçoit des fois, alors moi je sais qu'en tant qu'assuré, je reçois quand il y a des épisodes de vent violent à côté de chez moi, attention, vent violent, etc. Bon, ce qui est déjà un premier pas vers l'anticipation et vers la prévention. Ce que j'aimerais moi en tant qu'assuré, c'est qu'on puisse me dire, voilà quelques conseils. C'est quoi les bons réflexes à adopter, ranger son salon de jardin, pas laisser peut-être les volets ouverts, ou voilà, après c'est pas moi l'expert, hein, donc mais en tout cas que l'assurance d'elle-même en fait est vraiment soit proactive sur ce sujet-là en disant attention, ça peut arriver, donc voilà quelles sont les précautions à prendre. Et une fois que l'épisode est passé, pourquoi pas reprendre contact avec l'assuré en disant c'est passé, est-ce que tout va bien pour vous? Et plutôt que de subir en fait le flux d'appels ou le flux de déclaration de sinistre, plutôt essayer de l'anticiper, ce qui permettrait aussi de pouvoir lisser un maximum les flux et de lisser un maximum la courbe de charge nécessaire pour avoir les bonnes ressources au bon endroit et surtout montrer à l'assuré que l'effort ne repose plus sur lui, mais que l'assurance, elle, prend en charge une partie de cet effort. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Et pour faire le parallèle, on l'a développé notamment pour un acteur dans le secteur des télécoms, un callbot
mais en appel sortant qui va aller interroger, alors là c'était dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable, de dire voilà, vous êtes en situation d'impayé, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a finalement des très bons taux d'engagement de la part des clients finaux, où sincèrement, quand on a lancé cette expérimentation, on avait tous des avis assez différents sur ce qui allait se passer. Et en fait, on voit que finalement, le client final, il s'adapte. Il sait s'adapter à partir du moment où finalement on va lui simplifier la vie. Et pourquoi pas et pourquoi pas essayer à partir du moment où c'est bien intégré dans un parcours un peu plus global. Donc voilà, nous, je dirais, les expérimentations qu'on a fait et qui, je pense, pourraient être adaptées au monde de l'assurance. Et ces usages, justement, dans la prévention, l'anticipation, finalement, ça agit sur deux leviers principaux. C'est à la fois améliorer l'expérience de l'usager et en même temps, mieux gérer la productivité en termes de gestion de flux, finalement. Exactement. Et nous, c'est vraiment, alors nous, c'est notre cœur de métier. Hein. C'est l'externalisation, effectivement, de la relation client, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos clients, donc là, donneurs d'ordre, dans l'optimisation de leur relation client, dans l'optimisation des parcours et dans l'optimisation aussi, je dirais, de l'environnement technologique dans lequel évolue le collaborateur. Donc si on est en capacité de dire, on ne sublie plus le flux d'appels ou le flux de contact, peu importe le canal, mais je suis en capacité du coup de mieux le lisser et de mieux le distribuer quand je le veux, pour l'assurer, c'est quelque chose de très positif parce que c'est plus lui qui va subir cette attente et qui va subir cette pression, mais elle repose sur l'assurance. Mais en même temps, le conseiller est vraiment dans les meilleures dispositions possibles pour traiter le sinistre là en l'occurrence. Alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est que ce genre de use case, justement, ne sont pas en fait appliqués aujourd'hui au secteur de l'assurance, alors qu'on les voit dans d'autres secteurs. Comment on peut expliquer ça ? Alors, on a déjà le contre-exemple, hein. C'est pas tout toujours à fait. vrai. Je dirais, alors peut-être plus peut-être plus dans l'assurance traditionnelle, si je peux l'appeler comme ça. Alors je ne sais pas exactement quel est le bon terme, mais peut-être qu'on est un peu plus frileux. Peut-être qu'on se dit oui, mais non, parler à un robot, mon assuré n'est pas prêt. C'est un métier qui est très technique, qui est très complexe, et donc c'est pas forcément un métier qui peut s'adapter très très bien à ce type de technologie, à ce type de transformation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs qui ont évolué beaucoup plus vite et qui se sont transformés beaucoup plus vite. Et sans perdre de part de marché, sans avoir des clients moins satisfaits, bien au contraire, et tout en maintenant des modèles économiques très satisfaisants et aussi une satisfaction client très positive. Donc je pense qu'il faut réussir à trouver le bon angle d'attaque, essayer, et puis ensuite ajuster. Mais il faut se lancer. Alors comment on fait justement pour se lancer ? Parce que le problème c'est que en fait à un moment donné on veut pas être le premier, on veut aller voir ce que font les petits copains, on attend et puis on regarde si ça se passe bien quoi. C'est vrai et donc on a toujours ce truc un peu de se dire ouais j'ai pas envie de porter le risque et puis en plus on est quand même là pour le coup c'est vraiment un métier où on regarde le risque. Maintenant de mon point de vue, c'est pas forcément le meilleur pari qu'on peut faire parce que essayer de se différencier, même d'un point de vue marketing, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et je dirais après, il faut faire des parallèles avec d'autres secteurs. Si ça marche sur d'autres secteurs, pourquoi ça marcherait pas sur l'assurance ? C'est vrai que c'est un métier qui est complexe, c'est vrai que c'est un métier qui est technique, mais il y en a plein d'autres dans d'autres secteurs qui sont aussi des métiers complexes, techniques, sur lesquels on a réussi à apporter des transformations. Après, ce que nous on observe, c'est que les plus petits assureurs qui sont un peu plus format fintech, etc., ils ont moins de problématiques pour se lancer parce que, un, ils ont l'obligation d'être plus agiles, et deux, ils ont moins de legacy autour de leur IT et de leur CRM. Et donc, ce qui facilite quand même vachement plus l'innovation et la transformation quand on n'est pas obligé d'aller travailler sur des couches IT qui sont des couches qui sont assez anciennes. Ça permet quand même de pouvoir se transformer un peu plus rapidement et d'aller un peu en mode test and learn. J'essaye, je regarde, ça marche pas, comment est-ce que ça prend ? Et en fonction, j'ajuste un peu le sujet. Très bien. Revenons, messieurs, au projet que vous avez lancé. Et est-ce que vous pourrez nous dire quel est finalement les bénéfices générés par l'IA qui est intégrée justement dans ces différentes solutions, ces différents projets ? Bon, alors déjà, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que vraiment on inscrit systématiquement la mesure de la valeur dans notre démarche projet.
Donc voilà, systématiquement en phase de cadrage et donc pas après, on identifie la valeur apportée et donc on décide aussi de mettre en place les indicateurs qui vont permettre de mesurer la valeur. Donc cette valeur, on la suit dans le cadre des projets. Après, elle prend différentes formes. On peut avoir des projets alors, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup d'IA autour de la conformité, mais pour autant, on essaye de mesurer la valeur. Là, sur le service client augmenté, l'objectif, Camille en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de mesurer le DMT, et les moyens de traitement, s'assurer qu'ils s'améliorent et puis s'assurer aussi qu'on a un nombre de traitements automatiques de demandes qui s'améliorent sur nos espaces clients. Dans l'extraction automatique pour les créances CPM, on va surveiller justement le taux d'extraction et puis notre capacité à mieux identifier les sommes qui nous sont réclamées à tort. Voilà, c'est devant pour l'instant, parce que ce modèle-là, on ne l'a pas encore développé. Dans le cadre du calcul des postes de préjudice, là, on avait une problématique autour de l'adoption de l'IA sur un métier très expert, avec une appréhension à l'IA va prendre ma place quelque part. Donc, on a suivi de près l'adoption, à la fois par des mesures qualitatives au travers d'interviews et quantitatives par l'usage de la fonctionnalité. Et grâce à ce recueil, à ces mesures, on a pu, et grâce à des évolutions, passer d'une adoption de 40 à 80%. Ouais. Voilà quelques exemples. Et ça, je rebondis, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est clé et nous, on le voit. En fait, et Abdallah le disait tout à l'heure, la technologie pour la technologie, ça n'a pas d'intérêt. La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on va l'opérer, comment est-ce qu'on va se l'approprier. Et voilà. Et nous, dans notre secteur principalement, qui est un des secteurs, je dirais, les plus exposés à l'avènement de l'IA, on nous a expliqué pendant qu'on allait perdre 30% de nos conseillers, etc. Donc c'est vrai que ça crée quand même un sentiment d'anxiété sur nos terrains et auprès de nos collaborateurs. L'idée n'est pas de dire on va remplacer les humains, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte de leur rendre la vie plus facile. Et nous en tout cas, c'est vraiment le parti qu'on a pris chez Fondever. Ce qui n'est pas le parti de tout le monde, mais en tout cas, voilà, nous, on est plutôt en train de se dire comment est-ce qu'on fait pour rendre la relation plus efficace et la vie plus simple pour nos collaborateurs. Et d'ailleurs, sur ce sujet, je peux rebondir en fait, sur les actions d'adoption, d'appropriation, et puis aussi en fait, ces appréhensions. On en parlera peut-être tout à l'heure sur des programmes qu'on a mis en place et des programmes qu'on va mettre en place pour expliquer à tout le monde parce que c'est la peur d'inconnu. On ne sait pas ce que ça va faire, c'est quoi ce cerveau digital qui est quelque part. Enfin, c'est mythologique derrière. Donc l'idée, c'est vraiment en fait, d'expliquer à tout le monde, c'est une technologie qui va vous aider. Et qu'on a remarqué, effectivement, au moment qu'on commence à expliquer ça, démystifier aussi. Parce que quand c'est une boîte noire, on a peur. Mais quand on allume, ah oui, ok, je comprends. Et là, ça aide énormément, en fait, et c'est parmi les raisons, effectivement, qu'on passe de 40 à 80, parce qu'on a pris le temps d'expliquer, d'aller voir les gens et leur montrer, en fait, que c'est pas un monstre, c'est juste quelque chose qui va vous aider. Ouais. Nous, on a eu vraiment la même approche et on l'a couplé aussi, du coup, avec notre approche autour de la RSE, parce que pour nous, c'est le même sujet. C'est un sujet qui est juste un gros sujet global et dans lequel tout le monde et chacun a sa pierre à amener à l'édifice. Donc je suis complètement d'accord. Et alors, vous parliez justement d'adoption. Comment vous avez mis en place quand même pas mal de choses, justement, pour aider à la conduite du changement, aider à l'adoption, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner concrètement quelques moyens que vous avez mis en place, quelques outils pour arriver à ça? Stéphane, rebondir sur le sujet. Oui, alors aussi, je vais commencer par dire que par rapport aussi à ce que vous pouvez constater dans l'assurance, ce qui, quelque part, nous facilite la tâche au sein de Reliance, c'est qu'on a une vraie vision stratégique d'utiliser la technologie, la data et l'IA pour transformer le groupe. Donc ça, c'est vraiment important, avec un discours clair et partagé de la direction générale, qui est que l'IA impacte tous les métiers et qu'elle pourra être déployée partout où elle apporte de la valeur, dans un cadre sécurisé, et dans des coûts maîtrisés, parce qu'on a aussi quand même cette problématique de coûts. Donc par rapport à ça, on a mis en place, par exemple, tout au long de l'année 2024, un programme d'adoption pour expliquer l'IA. Donc on a eu par exemple une Data Week, au cours de laquelle tous les collaborateurs du groupe ont pu assister à des conférences et participer à des ateliers sur l'intelligence artificielle. On parlait de démystifier tout à l'heure, c'était vraiment l'exercice, l'objectif. On a une émission radio au sein du groupe.
On a systématiquement une chronique data IA, au cours de laquelle, pareil, on parle, notamment nos data scientists, de data IA. On a un programme de formation en 2025 appelé Data IA Citizen et Data IA Champion, donc ouvert à tout le monde pour la partie Citizen, à un panel de collaborateurs pour la partie Champion et adapté spécifiquement au métier de reliance pour expliquer l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, et on a développé, ça c'est aussi important, on a développé en interne, de manière vraiment à démocratiser l'accès à l'IA générative, un outil qui est ouvert donc à l'ensemble des collaborateurs et qui permet d'utiliser l'IA générative sur quelques cas un peu classiques de reformuler un texte, résumer un document, traduire un texte, voilà. Et ce qui nous permet en plus, grâce à cet outil, de détecter des nouveaux besoins que par la suite, on est capable d'intégrer directement dans nos solutions de gestion, comme on l'a fait pour la gestion de sinistres augmentés. C'était super intéressant parce que c'est un exercice pédagogique et utile en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on avait c'est un système qui est connecté sur un LLM sécurisé à travers notre tenant Azure, où en fait, on a regroupé un ensemble des cas d'usage comme traduction, résumé, etc., et même le chat. Et on remarque en fait un comportement un peu différent par typologie de collaborateurs. Et après, on avait même des remontées qualitatives, on va dire, à travers des questionnaires. On dit, est-ce que vous pouvez ajouter cette fonctionnalité? Et nous, derrière, effectivement, on regarde et on dit, peut-être ça vaut le coup de prendre cette fonctionnalité et l'injecter dans le process de gestion, l'injecter en fait dans l'applicatif de gestion. Et c'est un exercice qui va nous permettre à élargir les cas d'usage et aussi en fait à acculturer les collaborateurs sur cette IA et voir en fait au final, je peux l'utiliser facilement. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de l'importance d'instaurer tous ces sujets-là dans la stratégie, mais au-delà de ça, vous travaillez avec les métiers. En fait, vous ne travaillez pas dans votre coin. Ah non. Voilà. Non, mais c'est important de le préciser, je pense, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde aborde le sujet de la même façon. D'ailleurs, on a besoin, pour vraiment implémenter l'IA, tirer parti de l'IA, on a besoin de repenser en fait les process, parce que nativement, ils n'ont pas été construits autour de la data et de l'IA. Donc on a besoin de les repenser, donc ça on le fait avec les acteurs métiers. Et si on veut par exemple améliorer l'expérience client, globalement il faut repenser les process autour du parcours client, ce qui va nous permettre après d'intégrer l'IA pour aller améliorer telle chose, comme on peut le faire sur le service client augmenté. Donc oui, on met en place des équipes pluridisciplinaires pour travailler sur ces sujets autour de l'IA qui nous a amenés. Parce que les exemples qu'on vous a cités, c'est vraiment ce cas-là. On a travaillé avec les équipes métiers pour construire les solutions et déployer derrière. Et ce qu'on conseille aussi, c'est de déployer de façon itérative, parce qu'il faut quand même un petit peu expérimenter, il faut récupérer les retours utilisateurs, ajuster, éviter les l'effet tunnel, évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vraiment important, je pense, dans le cadre de l'usage de l'IA, pour aussi ajuster les modèles qu'on peut développer au fur et à mesure. Du coup, c'est des acteurs comme Reliance, des experts comme Camille qui vont potentiellement du coup convaincre d'autres assureurs de se lancer. Mais du coup, si on devait finir ce plateau par des conseils, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Camille, avant de se lancer ou si on est en plein dedans? Là, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Faut pas avoir peur, c'est une technologie, de toute façon elle est là, donc il faut composer avec, c'est comme ça, il faut se l'approprier. En revanche, effectivement, comme Stéphane le disait, je pense que quand on se lance là-dedans, il faut être conscient que je vais devoir me remettre en question, je vais devoir remettre en question mes process, je vais devoir remettre en question mon approche et je vais devoir investir. Je vais devoir investir, alors pas forcément d'un point de vue financier, mais je vais devoir investir du temps parce que le change management, il ne va pas se faire tout seul. Et ça, je dirais, c'est vraiment le point clé, c'est comment est-ce que je vais réussir à faire en sorte que la technologie soit pas juste une technologie, mais soit vraiment un outil qui soit mis à disposition des collaborateurs ou des clients. Voilà. Donc, je dirais, moi, c'est vraiment le plus gros conseil que je donnerais, c'est juste, quand vous voulez vous lancer, soyez prêts et sachez, voilà. Et des fois, il faut commencer petit, avec des cas d'usage assez simples, et ensuite, on peut commencer à aller chercher des cas d'usage un peu plus complexes. Commencer tout de suite en se disant, je vais être capable de révolutionner toute l'entreprise, je pense que c'est une erreur. Commencez petit, ayez pas peur, et puis apprenez en marchant, comme on l'a tous fait, je pense. Voilà. Et n'ayez pas peur de vous tromper. Nous, on a pris personnellement, au sein de Fondever, on avait pris des paris, qui étaient des paris ambitieux sur les premiers développements qu'on a pu faire. On s'est rendu compte à l'usage que
c'était peut-être pas la meilleure approche. Et c'est pas grave en fait, parce qu'on apprend et parce que par itération, comme le disait Stéphane aussi tout à l'heure, par itération, on va adapter, on va ajuster et au fur et à mesure, on va créer un impact positif. Et il faut vraiment pas avoir peur de se dire c'est un échec, on arrête tout, on ferme la boutique et puis non. C'est normal, c'est une technologie qui est nouvelle encore, donc il faut le temps de se l'approprier et de la prendre en main. Donc faire des tests, commencer par des petits projets, être patient aussi parce que parfois les résultats ils n'arrivent pas tout de suite. Donc du coup messieurs, quelques conseils pour conclure ce plateau. Alors il y a un point important, c'est pour faire de l'IA, il faut disposer d'une data de qualité. Ouais. Ça, je l'entends à chaque fois. Donc, continuer à travailler sur la data. Donc, comme l'expliquait Abdallah, on travaille depuis assez longtemps. Sur les actifs. Il nous faut une donnée de qualité structurée, sinon impossible de développer et d'entraîner des modèles. Il faut mettre en place une gouvernance aussi autour de l'IA. Donc, on a une gouvernance, nous, aujourd'hui, qui est en place, qui permet d'encadrer l'usage, de répondre aux enjeux de sécurité, aux enjeux réglementaires, d'être en conformité avec l'IA Act, puisque si on veut déployer l'IA, c'est important. Voilà, en tout cas, par rapport, on a dit beaucoup de choses déjà aussi, donc voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages. Merci. Merci.